Bonjour tout le monde. En ce 22 novembre, nous commémorons un anniversaire un peu triste, celui de l'assassinat de JFK, de Kennedy, président des États-Unis, assassiné en 1963, et événement qui a été très marquant, qui a choqué l'opinion publique à l'international à l'époque, beaucoup de médias en ont parlé, et qui en plus est resté dans les mémoires, notamment par les nombreuses théories qui ont entouré cet événement. Nombreuses théories du complot qui se sont développées, remettant en cause les explications officielles qui ont elles-mêmes évolué avec des enquêtes supplémentaires qui ont permis d'approfondir certains points et des zones d'ombre qui sont restées. Tout cela fait qu'aujourd'hui, il n'y a dans l'opinion publique pas de consensus, un peu plus quand même parmi les experts, mais dans le grand public, le consensus est très loin de se faire sur ce sujet. Donc c'est un sujet dont on peut parler. Mais dans la vidéo aujourd'hui, on va pas parler de ça. Avant de parler de ce vaste sujet, il faut d'abord présenter qui est Kennedy. Et déjà, là, il y a quand même pas mal de choses à faire pour retracer le parcours de Kennedy et sa présidence. Donc on va se contenter de ça dans cette vidéo. Et pour la question de l'assassinat, j'en parlerai sûrement dans de prochaines vidéos, mais je veux, avant de le faire, être sûr de ce que je dis, sûr de ma conclusion, même si j'ai déjà fait pas mal de recherches, je commence à avoir une bonne idée quand même. Mais je veux être rigoureux et continuer d'approfondir le sujet. Il y a également Debunker des Étoiles qui a fait des vidéos sur le sujet, que je vous invite à y regarder. Je suis pour l'instant globalement plutôt d'accord avec ses conclusions, à quelques nuances près. Mais voilà, je veux pas faire c'est aussi pour ça, vu qu'il y a quand même déjà des vidéos assez fouillées qui ont été faites sur le sujet. Avant d'en faire moi-même, je veux être sûr d'apporter quelque chose quand même de plus, et pas juste un copier-coller, quoi, de ce qui a été fait, même si je le représentais différemment. Mais voilà, je veux approfondir plus le sujet, donc pour l'instant, on va se concentrer sur une biographie de Kennedy. Alors Kennedy, lorsqu'il se lance en politique, c'est déjà un héros de guerre, et c'est également le fils d'un riche homme d'affaires qui a fait fortune dans les années 1930, ce qui va permettre du coup à celui-ci de financer les campagnes électorales de son fils. On est aux États-Unis où l'argent permet de financer pas mal de choses et où il n'y a pas de limite au financement de campagne. Et du côté de sa mère, il est le petit-fils de l'ancien maire de Boston, ce qu'il a aussi, entre les réseaux financiers de son père et les réseaux politiques de son grand-père maternel, il a de bons réseaux et des soutiens pour sa future carrière politique. Donc il est né en 1917 dans la banlieue de Boston, mais dans une banlieue plutôt huppée, hein. C'est pas la banlieue populaire, non, c'est les banlieues huppées. Chez nous, ce serait plus Neuilly-sur-Seine que Saint-Denis, hein, pour vous donner une idée. Il est le deuxième enfant d'une fratrie assez importante, hein. Il y a 9 enfants dans la famille, donc c'est quand même une grosse famille, un grand clan Kennedy, qui va avoir son importance par la suite. Il va faire des études qui seront interrompues par des soucis de santé, hein. Il a plusieurs fois des problèmes de santé qui vont continuer par la suite jusqu'à sa mort. Et il va quand même parvenir à les finir en soutenant un mémoire sur Neuville-Chamberlain et sa participation aux accords de Munich. Donc quand en 1938, il y a les négociations avec Hitler sur la question des Sudètes et de la Tchécoslovaquie. Donc ce mémoire sera par la suite publié, donc il y a déjà une première publication durant sa jeunesse. Et il souhaite ensuite s'engager dans l'armée. Alors, il est d'abord refusé à cause de ses problèmes de santé, mais son père va intervenir pour qu'il puisse être accepté. Donc, il va servir durant la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre du Pacifique. Durant celle-ci, c'est là qu'il va s'illustrer, notamment avec un acte héroïque, lorsqu'il y a un patrouilleur qui coule dans le Pacifique, alors qu'il le commandait. Et il va alors agir héroïquement en sauvant un de ses hommes à la nage. Il le prend à la nage et va le tirer sur 5 km alors que son soldat est blessé pour l'amener sur une île pour le sauver. Puis après, il va nager pour aller donner l'alerte. Qui va en train de sauver une grande partie de l'équipage. Donc là, c'est un acte qui, du coup, déjà, en fait de lui un héros de guerre. Il va être décoré à cette reprise-là, mais également à d'autres reprises. Donc il a un beau parcours militaire qui lui donne déjà un certain prestige, ce qui aussi va servir pour sa carrière politique. Ce qui va également arriver durant la guerre, c'est que son frère aîné va mourir. Et cette mort, alors tragique évidemment, va lui ouvrir aussi la place d'héritier de la famille, parce qu'on est quand même une famille un peu traditionnelle, où c'est le fils aîné qui est l'héritier, et c'est dans lui que le père Kennedy avait mis ses espoirs pour se lancer dans une carrière politique, et être le nouveau chef de la famille. Alors le père Kennedy avait lui-même envisagé de se lancer en politique, mais comme il avait soutenu l'idée de négocier avec Hitler, bon, dans les années 30, son image avait été un peu abîmée, donc il préférait plutôt, du coup, il s'était mis en retrait et avait décidé d'agir dans l'ombre, et donc reporter les ambitions qu'il avait sur ses enfants. Et une fois l'aîné mort, c'est le deuxième, John Kennedy, qui va devenir le nouveau successeur, et c'est lui qui va devoir se lancer en politique. Donc c'est ce qu'il va faire une fois la guerre terminée, et il se fait élire dès 1946 représentant, donc l'équivalent de député,
dans le Massachusetts, donc l'État de Boston d'où il est. Il se présente dans un district plutôt démocrate, avec le soutien du Parti démocrate. Donc sans trop de surprise, il est élu. Il est très largement réélu ensuite en 48 et 1950, avant de décider de se lancer à conquérir le Sénat en 1952. Donc là, c'est un poste à l'échelle de l'État tout entier et pas à l'échelle de circonscription. Et il se présente face à un sortant républicain, ce qui est toujours assez difficile. Les sortants ont tendance à être élus, mais il va remporter l'élection avec 51,5% des voix, donc c'est plutôt serré. Par contre, par la suite, il va être très largement réélu. En 1958, donc les mandats de sénateur, c'est sur 6 ans. Il est réélu avec 74% des voix. Donc là, c'est un véritable triomphe. Il gagne plus de 20 points. C'est un sortant très populaire dans son État. Et il apparaît donc comme une figure montante du Parti démocrate. Alors, en tant qu'élu, il va plutôt être un élu modéré à ce moment-là, notamment en cherchant des compromis aussi avec les républicains, et également en se montrant plutôt conciliant avec Joseph McCarthy, un McCarthy connu pour le McCarthyisme, donc la chasse aux communistes, McCarthy, il faut savoir que c'est un ami de la famille Kennedy. Et chez les Kennedy, la famille, le clan, les relations amicales et familiales, c'est très important. Donc cela va le conduire à cette indulgence face à lui, alors que l'aile gauche des démocrates est très opposée à McCarthy, et ça va lui être reproché. Il va également se faire remarquer nationalement en participant à des talk shows, diffusés à la télé, donc ça, il commence à se faire, là il est connu, et il envisage d'être candidat pour être vice-président pour les présidentielles de 1956. Alors, lors de la désignation du vice-président, il finit deuxième, donc il n'est pas choisi, mais c'est quand même pas trop mal. Il est également choisi pour être orateur lors de l'investiture du candidat démocrate, ce qui lui donne aussi une certaine couverture nationale. Donc, clairement, c'est clairement une des, à ce moment-là, déjà, dès 56, et confirmé du coup en 58 avec sa réélection très large, là, une étoile montante du Parti démocrate, une figure importante, incontournable, et l'idée qu'il puisse être un futur candidat au présidentiel du parti commence clairement à apparaître comme probable. Il est jeune, il a le temps d'avoir sa présidentielle. Et il décide de se préparer pour celle de 1960. Donc il a 4 ans pour se préparer, et donc il continue à se faire connaître, à participer à des émissions de télé, etc. Et il se présente donc à la primaire démocrate. Alors, à l'époque, ça fonctionne différemment d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a un système où tous les États votent pour élire les délégués qui vont ensuite choisir le candidat démocrate, des délégués étant élus au nom d'un candidat. Donc, ils sont, dans la majorité des États, obligés de voter pour le candidat auquel ils sont liés. Et de toute façon, ils sont choisis par le candidat pour être les délégués élus sur son nom. Et donc, ils sont choisis parmi les gens qui le soutiennent. À l'époque, tous les États ne votent pas. Certains États, c'est les instances du Parti démocrate qui désignent leur candidat. Donc gagner les élections ne suffit pas. Donc Kennedy remporte les États où il y a des élections. Donc il a plus de délégués. Mais face à lui, il a quelqu'un d'assez solide, Lyndon B. Johnson, qui est président du Sénat, leader des démocrates, donc des sénateurs démocrates, un démocrate du Texas du Sud, plutôt démocrate conservateur. Lui, il ne s'est pas présenté dans les États, donc il n'a pas de délégués à ce niveau-là, mais il a pas mal de délégués désignés. Cependant, grâce à son succès dans les États qui votent, et quand même quelques soutiens ailleurs, Kennedy l'emporte assez largement avec 806 délégués contre 409 à Johnson, et il y en a 302 qui votent pour d'autres candidats. Donc il est désigné candidat. Il va alors proposer à Johnson d'être son vice-président, afin de rassurer les démocrates du Sud conservateurs, qui à l'époque notamment sont plutôt favorables à la ségrégation. Le Parti démocrate majoritairement est contre, mais dans les États du Sud, on a des démocrates très conservateurs, racistes, clairement, favorables à la ségrégation, qui vont par la suite rejoindre le Parti républicain, et donc cela va entraîner la bascule clairement chez les républicains de tous les États du Sud qui à l'époque votaient encore démocrates. Et notamment parmi ces démocrates du Sud, on a George Wallace, qui est gouverneur de l'Alabama, un gouverneur démocrate, mais qui est extrêmement raciste et qui va mener une forte politique pour maintenir la ségrégation dans son État, s'opposant au pouvoir fédéral et notamment à la présidence Kennedy. Il y aura un bras de fer entre à ce moment-là. Donc voilà, c'est une histoire aussi du Parti démocrate qui paraît un peu bizarre aujourd'hui, où le Parti démocrate est le parti des minorités, entre guillemets, plus compliqué que ça, mais qui apparaît comme le parti des minorités. Donc imaginez qu'une frange importante du Parti démocrate était franchement raciste et pro-ségrégation, ça paraît bizarre aujourd'hui. Il y a eu de grosses évolutions depuis, mais tout ça est passé au Parti républicain, qui est maintenant clairement à l'extrême droite. Bref, ça c'est un autre sujet. Ce choix donc permet quand même de gagner des voix dans le Sud, déplaît quand même à l'aile gauche du Parti démocrate, et Kennedy pensait sûrement que Johnson allait refuser la proposition, mais finalement il l'accepte. Donc c'est ce ticket-là qui sera candidat au présidentiel de 1960 pour le Parti démocrate. Pour cette élection, Kennedy va faire face à deux handicaps majeurs. Déjà, il est jeune, il n'a que 43 ans, ce qui fait de lui alors le
s'il gagne, le plus jeune président élu. Il y a eu un président plus jeune, Theodore Roosevelt, mais il est devenu président parce qu'il était vice-président et qu'il a remplacé le président William McKinley. Donc il n'a pas été élu aussi jeune, il a été le vice-président, et lorsqu'il a été élu président par la suite, il était plus vieux que Kennedy. Donc déjà, cet jeune âge, le fait aussi qu'il n'a pas descendu dans des exécutifs, à la fois exécutif fédéral ou en tant que gouverneur d'un État, ça peut lui donner l'impression qu'il est peu expérimenté. Alors il va commencer ça en se montant bon en débat, en montrant qu'il connaît bien les dossiers, et face à lui, Nixon, même si il est vice-président sortant, donc issu de l'exécutif, il est à peine plus âgé, donc il peut, l'effet jeune joue moins, et donc il arrive à compenser cet effet-là. Le second handicap auquel il doit faire face, c'est qu'il est catholique dans un pays majoritairement protestant, où il y a des courants antipapistes, et où on craint qu'un président catholique soit sous influence du pape, qui pourrait donc contrôler la vie politique des États-Unis. Donc Kennedy va s'en défendre, notamment il va faire un discours devant des pasteurs, où il va affirmer son indépendance, sa volonté du coup de ne pas être sous contrôle du pape. Donc il va plutôt convaincre là-dessus aussi. Donc il se défait pas trop mal des handicaps sur sa candidature. C'est une campagne électorale qui dépense pas mal. On a 170 millions de dollars qui sont dépensés. Alors les chiffres officiels sont plus bas, mais à l'époque les dépenses étaient moins contrôlées. On estime aujourd'hui que c'était dans les 70 millions de dollars. C'est à l'époque un record. Aujourd'hui on est beaucoup plus haut, mais à l'époque c'est un record. Notamment le Parti démocrate qui dépensait moins que les républicains avant, va dépenser autant. Donc on a une augmentation des budgets de campagne de côté démocrate. Kennedy va également jouer sur la modernité, notamment beaucoup utiliser la télévision, et il va remporter les débats télévisés face à Nixon, jouant beaucoup sur son image aussi, avec du coup des débats télévisés avec plus de 60 millions de téléspectateurs. Donc ces débats qui sont diffusés à la télé et à la radio, et d'après les enquêtes, ceux qui ont écouté la radio ont plutôt tendance à penser que c'est Nixon qui a gagné. Par contre, ceux qui ont regardé la télé ont plutôt tendance à penser que c'est Kennedy qui a gagné, assez nettement. Donc il a réussi à imposer aussi une image, en plus du coup du fond et du propos, une image, une stature de président et de crédibilité dans ces débats face à Nixon. Alors les deux candidats n'ont pas de différence majeure. Oui, Kennedy est plus étatiste, un peu plus social, mais ils sont déjà sur les questions internationales, qui est un point très important de la campagne électorale en pleine guerre froide. Les deux candidats sont globalement d'accord. Évidemment, Kennedy va reprocher à Nixon son bilan en disant que l'administration républicaine sortante a été insuffisante, n'a pas assez agi sur la question de la guerre froide, sur la question de pouvoir tenir tête à l'URSS, mais sur les propositions qu'ils font, ils sont globalement d'accord. Sur la politique intérieure, il n'y a pas non plus de rupture profonde. Il y a des nuances, des différences, mais là on n'est pas sur une opposition franche des deux candidats. Et globalement, Kennedy apparaît comme le candidat du renouveau par sa modernité, comme l'utilisation des nouveaux moyens de communication, et face à un vice-président sortant qui du coup porte le poids du bilan et d'un pouvoir en place, il apparaît comme le renouveau, la modernité, le changement, avec également notamment son slogan de campagne de la nouvelle frontière, qui porte l'idée, voilà, un peu en prenant aussi l'imaginaire Far West, de la conquête de l'Ouest, où les États-Unis ont repoussé leurs frontières. Il veut repousser métaphoriquement les frontières des États-Unis. Et là, je vais vous citer notamment ce qu'il dit sur son slogan de la nouvelle frontière. Mais je vous dis que nous sommes devant une nouvelle frontière, que nous le voulions ou non. Au-delà de cette frontière s'étendent des domaines inexplorés de la science et de l'espace, des problèmes non résolus de paix et de guerre, des poches d'ignorance et de préjugés non encore réduites, et la question laissée sans réponse de la pauvreté et des surplus. Kennedy s'appuie également fortement sur le clan Kennedy, avec plusieurs membres de sa famille qui ont des rôles importants dans la campagne. Il met en avant également les femmes de la famille Kennedy, sa femme, sa belle-sœur, sa mère, dans la campagne, pour montrer, voilà, dans l'image, pour montrer là des femmes qui l'entourent. C'est aussi un peu la bipolarisation de la vie politique que Kennedy avance à ce moment-là. Et tout ça va l'aider à se faire élire avec 120 000 voix d'avance, c'est serré. Et en plus, il y a des soupçons de fraude, notamment par les réseaux de son père auprès de la mafia. Le père Kennedy a des réseaux mafieux, et Kennedy semble en connaître. Il a une maîtresse, parce que Kennedy a eu pas mal de maîtresses. Ça, c'est un aspect que j'ai pas évoqué dans cette vidéo, mais Kennedy a une vie assez mouvementée sur ce plan-là. Mais du coup, une de ses maîtresses est également maîtresse d'un parrain de la mafia. Donc vous voyez, il y a des contacts qui existent. Et ces réseaux auraient du coup favorisé Kennedy dans des états clés. Mais il s'avère que les républicains avaient aussi des réseaux pas nets et ont eu aussi des comportements pas nets. À l'époque, il y avait parfois des choses pas nettes qui se passaient des deux côtés, donc c'est dur de savoir quel camp fut le plus avantagé que l'autre. Mais en tout cas, il gagne de peu cette élection et devient donc le nouveau président des États-Unis. Alors, comment va se passer le mandat de Kennedy? Déjà, il va mettre en place une nouvelle administration. Alors, dans cette administration, on trouve certaines personnes qui étaient déjà là avant. On garde une continuité d'une partie du personnel,
notamment pour la CIA et le FBI, où Hoover et Dulles sont conservés, sont des figures qui étaient influentes, présentes depuis longtemps. Hoover est là depuis 1924. C'est des gens qui ont des réseaux, qui sont reconnus pour leurs compétences. Et en plus, apparemment, Hoover avait des dossiers sur la famille Kennedy. Donc JFK l'aurait conservé en poste pour pouvoir quand même avoir un certain contrôle sur celui-ci. Il conserve également certains républicains à certains postes. Des républicains compétents, des républicains qui pouvaient parfois sur certains sujets se retrouver avec ses positions. Au Trésor, il garde un républicain avec Dillon, qui est quelqu'un reconnu comme compétent, mais dans le fait qu'il soit maintenu au Trésor permet de rassurer les marchés, mais Ulcer l'aile gauche du Parti démocrate. À côté, il nomme également un certain nombre de proches à lui, notamment au poste de ministre, de secrétaire d'État à la justice, où là c'est un très proche de Kennedy, c'est Kennedy, mais Robert Kennedy, le frère. Donc là, évidemment, on est vraiment sur quelqu'un issu du clan au plus proche du président. Alors, il avait hésité pour le nommer, pour ne pas être accusé de népotisme, évidemment. Alors, ces accusations vont logiquement avoir lieu. Robert Kennedy lui-même a hésité à accepter le poste, mais il va le faire. Et sera quelqu'un d'assez influent durant le mandat de Kennedy. Il aura une certaine influence sur son frère. C'est assez logique. C'est vraiment un peu le bras droit du président. C'est un cabinet composé uniquement d'hommes, d'une moyenne d'âge de 47 ans, ce qui est une baisse de 10 ans par rapport au cabinet précédent. Donc on a un certain rajeunissement. Mais c'est des gens qui sont considérés comme compétents. Le mandat de Kennedy, du coup, avec cette administration, va avoir plusieurs axes importants plusieurs aspects qui vont se développer, à la fois sur la politique qu'il va mener, mais également sur les événements qui se déroulent durant son mandat. Au niveau politique, notamment, c'est lui qui va lancer la conquête spatiale. Alors, depuis Sputnik en 1958, les États-Unis avaient conscience d'un certain retard vis-à-vis de l'URSS, mais Eisenhower, le président républicain précédent, n'avait pas trop considéré ça comme un sujet important. Il n'était pas convaincu par la conquête spatiale, donc ce sera sous l'administration Kennedy que celle-ci se lance, avec également l'influence de Lyndon B. Johnson, le vice-président. Et du coup, c'est là que le président déclare l'objectif de marcher. Donc il y a un homme marché sur la Lune. Donc c'est là que les États-Unis vraiment se lancent dans la course à l'espace avec l'URSS. Il va également mener une politique d'aide au tiers-monde. Il considère que les problèmes sociaux, la misère, sont des éléments qui permettent l'extension du communisme. Et en pleine guerre froide, il faut le contenir, alors militairement, mais également, il considère qu'il faut le contenir par une politique sociale et une politique de développement des pays du tiers-monde. Donc il y a une aide, il investit plus dans l'aide internationale, programme d'aide contre la misère. Il va déclarer officiellement également que cette politique ne doit plus se faire dans le cadre d'un contrôle des pays aidés par les États-Unis. Officiellement, du coup, les États-Unis doivent laisser les pays qui ont de l'aide au développement garder leur autonomie. Alors, dans les faits, il y aura quand même toujours une certaine influence politique des États-Unis, notamment vis-à-vis de tout ce qui est rapport au bloc soviétique. Mais globalement, il y aura un relâchement de l'ingérence états-unienne, mais relâchement ne veut pas dire fin de celle-ci. Dans cet même objectif, il va mettre en place les Peace Corps, qui sont justement des jeunes volontaires envoyés à travers le monde pour aider à ces politiques, l'aide au développement, la politique d'éducation, de l'agriculture, de techniques industrielles. Ils sont 3000 volontaires en 1962, 7000 en 1963, lorsque Kennedy du coup meurt. Au niveau de la relation internationale, il met également en place l'idée d'une riposte graduée, c'est-à-dire ne pas riposter immédiatement par la bombe nucléaire, mais également par des réponses conventionnelles. Donc en fait, qu'il y ait une gradation dans la réponse des États-Unis en fonction du niveau d'agression, afin de limiter le risque d'une guerre nucléaire. Mais dans le même temps, il développe également l'arsenal nucléaire du pays pour qu'il ait un plus gros fusil à pointer sur l'URSS. Alors déjà, ils étaient capables de détruire l'URSS plusieurs fois, mais maintenant, ils peuvent le détruire encore plus de fois. Ensuite, son mandat sera marqué par plusieurs éléments, notamment sur le plan international, avec deux crises majeures, notamment la crise du mur de Berlin, qui est construit le 15 août 1961, avec au début les États-Unis qui ne savent pas trop comment réagir, ils répondent pas tout de suite, ils sont en mode mais qu'est-ce qui se passe? Ils hésitent aussi du coup sur la réponse à donner à cette crise, plus agressive ou plus modérée. Le mur est construit du coup dans un contexte où il y avait des tensions qui montaient en Allemagne déjà depuis les mois précédents, mais du coup les États-Unis décident de laisser le mur se construire à condition qu'ils puissent toujours avoir des contacts avec Berlin-Ouest, qu'ils soient toujours accessibles en fait au monde occidental. Et on a le général Clay qui est assez populaire à Berlin, et le vice-président qui sont envoyés sur place pour assurer l'opinion publique. Et on a également le déploiement de 1500 hommes pour montrer que les États-Unis sont là et qu'ils peuvent montrer un peu leurs muscles. Kennedy va lui-même aussi afficher un fort soutien à Berlin
Il va notamment se rendre sur place et du coup prononcer un discours à Berlin-Ouest avec la fameuse formule All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Ensuite, l'autre crise majeure auquel il doit faire face durant son mandat, c'est la crise des missiles de Pékin. Et durant cette crise, les deux superpuissances vont passer pas très loin de s'affronter. Donc Kennedy est informé le 16 octobre 1962. D'ailleurs, je tourne cette vidéo un 16 octobre. Donc je tourne cette vidéo 63 ans exactement après le déclenchement de la crise des missiles. Donc joyeux anniversaire à cette crise. Selon la Kennedy est informé qu'un avion de la CIA, un avion espion, a repéré des rampes de lancement de missiles sur Cuba, donc pouvant menacer les États-Unis, qui est du coup en pleine guerre froide avec l'URSS, alors que le Cuba se rapproche progressivement de l'URSS durant cette période. C'est perçu comme une véritable menace. Alors au sein des membres de l'administration des États-Unis, certains considèrent que ça ne change pas grand-chose. De toute façon, l'URSS peut détruire les États-Unis et les États-Unis peuvent détruire l'URSS. Qui est ces missiles plus proches, ça ne changerait pas grand-chose au rapport de force. Mais d'autres considèrent que c'est une menace accrue et que c'est symboliquement inacceptable d'avoir des missiles soviétiques, d'avoir potentiellement des missiles soviétiques en plein continent américain, du coup avec notamment la doctrine Monroe qui considère que le continent américain, c'est la chasse gardée des États-Unis. Donc Kennedy choisit une réaction plutôt ferme, d'autant plus qu'il est critiqué par les républicains qui considèrent qu'il fait preuve de faiblesse et de concession vis-à-vis de l'URSS. Donc il considère que se montrer trop conciliant à ce moment-là, ça lui coûterait politiquement. De son côté, l'URSS cherche à répondre à la présence de missiles de l'OTAN en Turquie, donc pas très loin de sa frontière aussi. Donc on a les deux gros puissances qui veulent montrer leurs muscles à ce moment-là une nouvelle fois. Donc Cuba est mis sous embargo par les États-Unis afin d'empêcher les Soviétiques de pouvoir y envoyer des missiles. Et en plus, c'est l'occasion d'être sous embargo un régime hostile. Et donc là, on a d'importantes tensions puisque on a des cargos soviétiques qui se dirigent vers Cuba. Et il est alors redouté que les États-Unis interviennent par la force pour empêcher ces cargos d'atteindre Cuba, ce qui pourrait du coup déclencher une guerre. À ce moment-là, le monde semble pas loin d'arriver dans une situation de guerre totale entre les deux grandes puissances, une guerre nucléaire qui pourrait provoquer l'extinction de l'humanité. Génial. Mais finalement, les cargos soviétiques feront demi-tour et du coup, les deux grandes puissances, l'URSS et les États-Unis, vont discuter, négocier pour trouver un accord. Et Kennedy va s'investir dans ces discussions et ce qui va lui donner aussi une stature d'homme de paix. Et il va ressortir avec un grand prestige. Donc là, on a un accord qui est trouvé. Donc les États-Unis s'engagent à ne pas envahir Cuba et à ne pas chercher à renverser le régime cubain. Parce qu'il y aura une politique d'intervention à Cuba pour tenter de renverser Castro. Il y aura notamment le débarquement de la baie des Cochons qui aura lieu sous le mandat Kennedy. Alors même si ça avait été organisé sous l'administration précédente, mais pas validé. Il y aura des projets d'assassinat de Castro qui seront envisagés par la CIA. Mais bon, Kennedy commence un peu à mettre le haut là sur ces projets-là à ce moment-là. On a également le téléphone rouge qui est mis en place suite à cette crise pour permettre un dialogue direct entre les deux grands, les chefs d'État des deux grandes puissances, pour tenter d'éviter que de telles crises puissent à l'avenir aboutir à la guerre. On a donc les États-Unis s'engagent également, alors ça c'est un engagement secret, mais à retirer leurs missiles de la Turquie. Et on a par la suite des accords sur la prolifération nucléaire qui seront trouvés entre les deux pays. Alors sous son mandat au niveau international, on aura également des tensions en Asie, avec la Chine communiste, également au Laos, le Vietnam également, où on a les débuts de la guerre du Vietnam qui commencent à arriver, avec du coup un régime affilié au bloc communiste qui se met en place. Et durant son mandat, les effectifs militaires du coup des États-Unis au Vietnam vont passer de 685 conseillers militaires à 17 000 hommes. Donc là, on commence à avoir une vraie armée sur place. Et par la suite, ça va se développer encore plus avec la guerre du Vietnam, qui sera du coup un vrai bourbier pour les États-Unis. Il va également tenter de s'investir dans les relations entre l'Inde et le Pakistan, qui sont historiquement tendues depuis la création des deux pays. Les deux pays sont issus de la partition des colonies des Indes britanniques, avec des questions frontalières qui n'ont jamais été bien réglées entre les deux pays. Là, ça serait vraiment une vidéo à faire sur les relations indo-pakistanaises. Mais du coup, il tente d'intervenir sur le sujet, mais il tente de ménager la chèvre et le chou, et au final, il énerve le chou et la chèvre. Donc, il ne satisfait personne. On a également les interventions en Amérique du Sud qui se poursuivent, la CIA qui intervient dans les différents régimes, différentes dictatures ou pays où il y a des tentatives de régime plus à gauche qui dont se mettre en place et que la CIA contre. Ça, c'est quelque chose d'assez historiquement présent en Amérique du Sud et ça se poursuit sous son mandat. Il intervenu également par une politique de développement du coup en Amérique du Sud avec notamment l'Alliance pour le Progrès. Il va également renforcer ses liens avec Israël.
et va également se montrer favorable sur le plan international à la construction européenne qui se poursuit. Ensuite, sur le plan intérieur, il va également mener plusieurs politiques. Déjà, une lutte contre... il va également soutenir le mouvement des droits civiques. D'abord, plutôt avec timidement, pour pas trop se mettre à dos l'électorat du Sud et les démocrates du Sud, qui, comme je vous dis, ont une certaine influence dans le Parti démocrate et qui sont assez racistes, pro-ségrégation. C'est également sous son mandat que Jeff Meredith, qui est un jeune homme de couleur, va s'inscrire à l'université du Mississippi, mais que son entrée dans l'établissement va être interdite. Et donc là, il va intervenir pour le soutenir. On a le procureur général Robert Kennedy qui réagit en envoyant 400 marshals fédéraux, donc dépendants de l'État fédéral et non des États. Et le président va envoyer de son côté 3000 soldats pour faire face aux émeutes racistes. On a du coup en réaction cette politique du président en faveur des droits civiques, les opposants à ces droits civiques, les racistes et suprémacistes blancs aux États-Unis qui vont réagir par la violence. Donc il y aura plusieurs phases de violence, des agressions racistes assez importantes, et donc il y aura aussi du coup les forces fédérales qui vont intervenir, et donc pas mal de tensions sur ce sujet-là durant son mandat. Il va également tenter de mener une politique sociale, faire baisser les prix, développement de l'assistance médicale, l'assistance pour les personnes âgées, aider avec des aides au secteur de l'éducation, construction d'établissements scolaires, également une politique du logement avec un création d'un département d'État au logement et au développement urbain avec des politiques de construction de logements et de rénovation de logements avec pas mal de logements un peu vétustes. Politique également de hausse des salaires qu'il va mener. Il va également faire adopter le Manpower Development and Training Act qui doit favoriser la formation professionnelle. Il améliore aussi les réglementations en termes de fabrication de médicaments et il va également augmenter le salaire minimum. Cependant, sa politique sociale va être limitée parce que il a face à lui un congrès qui n'est pas toujours favorable. Plusieurs de ses projets de loi sont repoussés. La hausse des salaires qu'il impose ne s'applique pas à plusieurs centaines de milliers d'emplois à cause d'un amendement adopté par le congrès qui les exclut du coup de la hausse du salaire minimum. Et ça, c'est notamment parce qu'une partie des démocrates du Sud vote avec les républicains en réaction à sa politique sur les droits civiques. Donc il va connaître comme un certain échec sur le plan intérieur, en tout cas sur ses ambitions de réforme, ce qui va le conduire plutôt du coup à privilégier la politique internationale où il arrive un peu plus à avoir les mains libres. Tout de même, il y a quand même une situation économique plutôt favorable, mais qui est plus liée aussi à un contexte, au contexte de la période, qui est favorable plus qu'uniquement à sa politique, notamment avec un PIB qui pourrait être de moyenne de 5,5% entre 1961 et fin 63, donc la fin de son mandat. Le chômage qui baisse, mais ça se poursuit jusqu'en 1969, donc on voit que c'est pas que lié à sa politique, même si les résultats d'une politique peuvent se ressentir plusieurs années après celle-ci, donc ce qui fait parfois que c'est le président, qu'un président qui vient d'être élu bénéficie des succès politiques du président d'avant, et du coup c'est lui qui en tire les lauriers. Ça arrive assez souvent, ou inversement, parfois. Mais en tout cas, cette bonne santé économique du pays va lui permettre quand même de pouvoir lancer des plans d'investissement en politique intérieure. Il va également se faire des adversaires. Alors, il va se faire des adversaires, une partie du patronat qui s'oppose à sa politique, à la hausse des salaires notamment, les suprémacistes blancs, des conflits également avec l'industrie de l'acier, mais également il va également entrer en conflit avec le FBI et la CIA, puisqu'il va chercher à augmenter le contrôle du politique sur ces deux institutions assez puissantes aux États-Unis. Il va changer le directeur de la CIA et il va réduire son budget. Et ça, donc, ça peut me créer quelques tensions qui vont être utilisées par la suite par ceux qui défendent l'idée d'un complot dans son assassinat, puisque du coup, ces deux institutions qui ont pu avoir et qui peuvent encore avoir l'habitude de magouiller, de faire d'avoir des plans, et notamment des plans d'assassinat de dirigeants, du coup, lui en voulait. Donc, est-ce qu'ils auraient pu organiser son assassinat ? Aux yeux de certains, ça peut paraître crédible, et c'est vrai que ça peut créer le doute. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, du coup, de est-ce que c'est crédible ou pas. On a également la pègre. La pègre lui en veut, puisqu'il va mener une politique de lutte contre les réseaux mafieux, contre les réseaux de trafic, alors qu'une partie l'avait soutenu lors de sa campagne. Donc en plus, il apparaît comme un traître aux yeux de cette pègre, notamment son frère, du coup, le procureur général Robert Kennedy, qui va, du coup, dans la justice, mener de front cette lutte contre la pègre. Donc là encore, un ennemi qui va être parfois accusé d'être responsable de son assassinat. Mais bon, ça, comme je vous l'ai dit, c'est dans une prochaine vidéo qu'on le verra. Mais son mandat prendra fin donc avec cet assassinat le 22 novembre 1963, mettant fin donc à son mandat. Et c'est donc Lyndon B. Johnson, son vice-président, qui lui succède. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc j'espère que cette vidéo, du coup, qui s'achève là, vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, aimer et partager. Et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos, notamment celles qui porteront sur l'assassinat Kennedy. Au revoir tout le monde.